Louis-Georges Placide, les émeutes de décembre 59 en Martinique, un repère historique. Introduction. Capitale de la Martinique, Fort-de-France est le théâtre d'émeutes le 20, 21 et 22 décembre 59. À l'origine, un incident de circulation entre un Martiniquais et un Français, puis suite à cet accrochage, une intervention musclée des CRS. Ils dispersent les gens sans ménagement, lancent des gaz lacrymogènes et tirent en l'air à balles réelles. La foule riposte. Pendant 3 nuits, des groupes venus en grande partie des quartiers populaires de la ville s'opposent aux forces de l'ordre, cherchant également à mettre le feu à des commissariats et des perceptions. 3 jeunes Martiniquais tombent sous les balles des policiers et gendarmes. Christian Marojou, Edmond Éloi, Véronique Di Rosile et Julien Betsy, respectivement âgés de 15, 20 et 21 ans. Ce soulèvement populaire urbain est perçu comme la première évaluation de la départementalisation votée en mars 1946. Il se situe dans un contexte international d'émancipation des peuples colonisés et correspond en Martinique à une période d'interrogation et de prise de conscience. Aussi, des étudiants, des intellectuels font-ils de ces émeutes la date fondatrice, en tout cas un repère essentiel de la nation martiniquaise. Décembre 59 s'inscrit alors dans un culte, événement historique, enrichi par un regard révolutionnaire qui interprète les faits pour les besoins de la cause avec les erreurs inhérentes à ce type d'approche. Frantz Fanon parle d'une quinzaine de morts. Étudiants, nous découvrons cette prose nationaliste, notamment celle de l'AGEM, qui développe une vision militante mais approximative de ces émeutes. Nous faisons alors de décembre 59 le sujet de notre mémoire de maîtrise d'histoire, soutenue à l'université Toulouse-Le Mirail en juin 71. 421 pages. La question est traitée dans des conditions difficiles. Une douzaine d'années après les événements, les acteurs et témoins refusent en effet de s'exprimer, conscients du système répressif mis en place par l'État français. La matière principale de notre travail d'étude et de recherche est donc la presse d'époque. Revenus au pays, nous intervenons de nombreuses fois sur décembre 59, notamment dans le cadre de conférences militantes commémoratives ou des jeudis de l'université. Et les échanges qui ont qu'ont suscité ces conférences ajoutent à notre intérêt pour le sujet. Décembre 59, décembre 2009, 50 ans. Il est certainement temps d'écrire sur ces émeutes en devoir de mémoire. Aux informations collectées dans la presse pour notre mémoire de maîtrise s'ajoutent les témoignages des gens d'antan. Maintenant, les acteurs et les observateurs directs acceptent de communiquer sur le sujet. Nous les en remercions, et tout particulièrement Alain Cadoré, qui nous a permis d'établir de nombreux contacts. En termes de méthodologie, nous avons organisé notre étude en 3 grandes parties. Une première consacrée au cadre politique et socio-économique, une deuxième qui présente les événements dans leur dimension factuelle, une troisième où sont étudiées les conséquences. La conclusion interroge le poids historique de cet événement. Décembre 59 est un repère de nous-mêmes ? Est-il un repère de nous-mêmes ? Question-titre de la conférence que nous avons animée avec Édouard de Lépine au Cénacle dans le cadre du Festival culturel de la ville de Fort-de-France le 10 juillet 2007. Nos remerciements à cet historien qui, depuis de longues années, nous encourage à publier sur le sujet, également à Richard Château-Desgats et à Jean-Pierre Sainton, professeurs de l'Université Antilles-Guyane, qui ont mis à notre disposition de récents documents d'archives. Il convient de découvrir
il convient de souligner la contribution du Conseil régional, Musée régional d'histoire et d'ethnographie, et du Conseil général, Archives départementales de la Martinique, qui nous ont permis d'accéder à la documentation iconographique des émeutes. Un grand merci enfin aux entreprises Dazibao et Sport Plus. Elles ont gracieusement réalisé les plans de Fort-de-France et de la Savane. Le cadre historique, l'assimilation, quête et désillusion. Avant de voir ce qui s'est passé à Fort-de-France le 20, 21 et 22 décembre 1959, rappelons le contexte international et les caractéristiques de la Martinique à cette époque. Grand 1. Le contexte international. Grand 1.1. Un monde bipolaire. En juin 1945, la Charte de San Francisco conduit à la création de l'Organisation des Nations Unies, celle-ci visant prioritairement à la sécurité collective. Pourtant, dès 1947, la gestion de l'Allemagne vaincue divise les deux superpuissances d'après-guerre, les USA et l'URSS. Le monde entre dans une période de guerre froide et à partir de 1953, une phase dite de coexistence pacifique. Le monde bipolaire oppose le bloc capitaliste au bloc socialiste. Le 1er octobre 1949, Mao Tse-tung proclame la République populaire de Chine. Pour des raisons qui ne sont pas les mêmes, les Américains et les Soviétiques sont favorables à l'émancipation des peuples colonisés. Les deux principales puissances colonisatrices étant la Grande-Bretagne et la France. En 1952, l'ONU condamne officiellement la colonisation avec une résolution sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'après-Seconde Guerre mondiale voit donc se développer un mouvement de décolonisation. Les pays d'Asie et d'Afrique s'affranchissent de leur métropole de manière concertée ou par la voie des armes. En décembre 1959, la France est en pleine guerre d'Algérie, le Maroc et la Tunisie ayant accédé à l'indépendance en 1956. Grand 1.2, la Caraïbe, elle aussi. Une évolution statutaire. Dans les années 50, les colonies caribéennes s'inscrivent elles aussi dans une évolution statutaire, même s'il convient de relativiser celle-ci. Par exemple, en 1948, la Guyane hollandaise prend le nom de Suriname, mais ce dernier ne devient indépendant qu'en 1975. Le processus d'émancipation est cependant engagé. Les Antilles néerlandaises, Aruba, Curaçao, Bonaire, revendiquent et obtiennent une autonomie interne dont le contenu est défini en mars 1951 et décembre 1954. En décembre 1959, elles adoptent leur drapeau, passant ainsi progressivement du statut de colonie à celui d'État associé aux Pays-Bas. Notons que dès les années 38-40, on enregistre en Jamaïque une poussée autonomiste. Le mouvement de décolonisation a commencé dans la Caraïbe, mais à la fin des années 50. Il n'est question que d'autonomie. L'indépendance, souvent au sein du Commonwealth britannique, n'intervient qu'à partir du début des années 60. Jamaïque, Trinidad et Tobago, 62, Guyana et Barbade, 66. Pour certaines îles, cette évolution statutaire arrive dans les années 70, voire les années 80. Cuba castriste. Pays de la Caraïbe indépendant depuis 1901, mais dominé par les États-Unis, Cuba retient tout particulièrement l'attention. Après des années de guérilla, Fidel Castro arrive au pouvoir en 1959. En mai de cette même année, 120 000 hectares de terres appartenant à des sociétés et de grands propriétaires américains sont redistribués à des paysans cubains. Décision qui conduit les USA à refuser d'acheter le sucre de Cuba, puis à rompre officiellement toute relation commerciale avec ce pays, respectivement en mai et octobre 1960. Les conditions au rapprochement entre La Havane et Moscou sont en place.
en décembre 1959, Fidel Castro a-t-il constitué un modèle pour les émeutiers de Fort-de-France, comme l'affirment certains journaux? Nous tenterons de répondre à la question. Dans ce contexte international où nombre de peuples secouent le joug colonial, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion deviennent des départements français d'outre-mer par la loi 19 mars 1946. Caractérisons la Martinique de cette époque. Grand 2. La Martinique des années 40 et 50. Nous sommes en 1959, soit 12 ans après l'arrivée de Pierre Trouillet, 23 août 1947, premier préfet qui est accueilli très chaleureusement, notamment par l'Assemblée locale, au nom de laquelle le président Gratien souhaita une fructueuse collaboration dans un esprit démocratique. Dès juillet 1948, soit moins d'un an après sa prise de fonction, ce représentant de la 4e République est sévèrement critiqué. Le désenchantement est grand, tout particulièrement chez les communistes martiniquais, initiateurs et rapporteurs du projet d'assimilation. Avant de poursuivre, interrogeons le concept d'assimilation. 2.1 Depuis l'Antiquité. Les premières formes de colonisation nous situent dans l'Antiquité, celle-ci étant organisée par les Grecs, les Phéniciens, les Romains. Avec l'édit de Caracalla en 212, l'empereur Marc-Antoine, Caracalla, entend le droit de cité romain à l'Empire, assimilation qui permet de généraliser l'impôt à tous les citoyens. 2.2 L'exemple sénégalais. Au XIXe siècle, la France met en place un dispositif assimilationniste au Sénégal. En 1872, les habitants de Saint-Louis et de Gorée deviennent citoyens français. Également ceux de Rufisque et de Dakar, respectivement en 1880 et 87. Ce statut permet aux populations de ces 4 communes de participer aux élections. Les autres colonisés du Sénégal sont de simples sujets français soumis au code de l'indigénat. 2.3 L'exemple algérien. La France manifeste très tôt son désir d'assimiler l'Algérie, comme en témoigne l'ordonnance de juillet 1834, alors que le territoire algérien n'est pas totalement conquis. Sa politique assimilationniste y est pourtant hésitante. L'attribution de la citoyenneté française aux populations peut en effet conduire à un vote majoritairement hostile à la colonisation. Qu'en est-il dans les 4 vieilles colonies, Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion, devenues françaises avant Nice, la Savoie et la Franche-Comté? Les populations, en tout cas les élites, qui se considèrent déjà françaises, veulent l'être davantage. Cette demande d'assimilation formulée après la Seconde Guerre mondiale constitue donc une nouvelle étape dans l'intégration. C'est un vieux rêve qui se réalise. 2.4 L'assimilation, une vieille revendication de la Martinique. Il faut remonter à la période esclavagiste pour comprendre cette revendication assimilationniste. Avec l'esclavage, cette logique assimilationniste commence la période esclavagiste, 16e au 19e siècle, avec la lutte des gens de couleur libre pour l'égalité des droits civiques. De plus en plus, ces affranchis, qui parfois possèdent des esclaves, aspirent en effet aux mêmes droits que les colons béquets. Ce groupe social intermédiaire entre les béquets et les esclaves se manifeste dès la période révolutionnaire de 1789 et plus directement en 1824, avec un ouvrage intitulé « De la situation des gens de couleur libre aux Antilles françaises ». Cette brochure, qui remet en cause le rapport béquet-affranchi, est interdite par les autorités coloniales. Plus de 200 mulâtres sont alors arrêtés, notamment Cyrille Bicette, qui est condamné au bagne à perpétuité et marqué au fer rouge. Il est sanctionné au motif d'avoir cherché à renverser l'ordre civil dans les colonies françaises. En cassation, une peine de 10 ans de bannissement des colonies est prononcée contre lui.
Cette affaire Bicêtre s'inscrit dans un combat pour l'égalité des droits, les gens de couleur voulant la destruction des lois d'exception qui les régissent. Notons que leur combat est également électoral. Il convient enfin de souligner que des historiens font remonter l'assimilation aux philosophes des Lumières et à la Révolution française de 1789, avec la notion de liberté et d'égalité. Le début du courant assimilationniste est attribué aux thermidoriens. Avec l'abolition de l'esclavage, 22 mai 1848, les anciens esclaves deviennent de nouveaux libres. Statut qui leur permet, sur la base du suffrage universel, ouvert aux seuls hommes, de participer aux consultations électorales. Supprimé aux colonies par l'Empire, le suffrage universel masculin est rétabli par la Troisième République en 1871.